Allô, allô. Oui. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour cette intervention autour de la place du photovoltaïque dans la transition énergétique des entreprises, qui durera 30 minutes. Permettez-moi de vous présenter Jeanne Bégaud, notre directrice commerciale grand compte chez Solstice, et je suis moi-même Louis Siran, directeur général du groupe Solstice. En quelques mots, groupe Solstice, 15 ans d'expérience sur le marché français du photovoltaïque, 8 agences réparties partout sur le territoire français, 100 mégawatts de puissance installée en 2023. Et avant tout, 5 métiers complémentaires au service de la transition énergétique, au premier rang desquels le photovoltaïque, bien sûr, conception, construction, maintenance de centrales photovoltaïques chez Solstice, du conseil en performance environnementale à travers une filiale qui s'appelle Pink Strategy, tiers investissement photovoltaïque à travers une filiale qui s'appelle Novengo Investissement. Les services liés à la recharge de mobilité électrique chez Mobilize Power Solutions, qui est une filiale détenue à 60% par Solstice et à 40% par le groupe Renault, donc, ce qui explique que vous connaissez peut-être cette marque. Et enfin, les travaux d'étanchéité, d'isolation thermique en toiture-terrasse à travers une filiale qui s'appelle Enerpur. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Jeanne qui va vous présenter les principaux bénéfices liés au photovoltaïque. Merci Louis. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les avantages. Alors pour commencer, investir, alors il y a beaucoup de messages, hein, qu'on va vous divulguer tout à l'heure, mais s'il faut retenir aussi un message important, investir dans une centrale photovoltaïque, c'est investir dans une électricité décarbonée à prix fixe pour 30 ans. Donc électricité décarbonée, c'est assez facile à comprendre. Le photovoltaïque, c'est une électricité verte. À prix fixe pendant 30 ans, en fait, il faut savoir qu'une centrale photovoltaïque, c'est un investissement de départ, donc votre centrale. Aujourd'hui, les constructeurs de centrales, les fabricants de matériaux garantissent les centrales pour une durée de 30 ans. Donc vous avez l'investissement de départ qui est la centrale. Ensuite, vous avez des coûts d'exploitation. Donc les coûts d'exploitation de votre centrale, c'est des coûts de maintenance, hein, qui sont extrêmement faibles. Si on gère la maintenance des installations pour s'assurer qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent avec une bonne productivité. Et à prix fixe pour 30 ans, parce qu'effectivement, en fait, une centrale photovoltaïque fonctionne avec une matière première qui est le soleil. Et en fait, le soleil est à quantité illimitée et gratuite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que investir dans une centrale photovoltaïque, c'est investir dans une électricité décarbonée à prix fixe pour 30 ans. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais rentrer un peu plus dans le détail des principaux avantages. On en a cité 4 aujourd'hui. Le premier, c'est économiser. Voilà, je vais enchaîner tout de suite par bon, économiser. Donc je vous l'ai dit, donc c'est un bouclier anti-inflation. Les actualités récentes ont montré qu'effectivement l'électricité ne fait qu'augmenter. En l'espace de 10 ans, il faut savoir que l'électricité a fait plus 70. Aujourd'hui, investir dans le photovoltaïque, c'est être garanti avec notamment le soleil, effectivement d'un bouclier anti-inflation. Quand on compare toutes les sources d'énergie, le photovoltaïque avec l'éolien sont les sources d'énergie les moins chères. Et ça, vous pouvez très bien le vérifier. Il y a effectivement des livrables à la pluie qui justifient qu'effectivement, c'est des sources les moins chères qui existent. Louis, est-ce que tu peux augmenter? Diversifier ses approvisionnements, donc investir dans le photovoltaïque, c'est effectivement ne pas être dépendant d'une seule source. C'est, lorsqu'on voit les actualités récentes ont montré que, bah, l'électricité peut connaître des pénuries, puisqu'effectivement l'électricité fossile fonctionne avec des matières premières qui sont exportées et qui ne sont pas illimitées. Donc effectivement, d'où l'intérêt de diversifier ses sources d'énergie. Alors, une courbe qui est intéressante à regarder, c'est que ce soit les foyers ou les entreprises, il n'y a pas une courbe linéaire de consommation. Et donc effectivement, bah, lorsqu'il y a des pics de consommation, il y a des risques, de rupture. Il y a des risques qu'un fournisseur ralentisse le débit pour maintenir. Donc effectivement, venir avec du photovoltaïque permet de diversifier ses sources d'approvisionnement.
Décarboner son énergie, on le regardera un peu plus tout à l'heure, la réglementation est là. Le décret tertiaire, une pression médiatique exige de fortes actions en décarbonation. Donc effectivement avec des objectifs très ambitieux. Le photovoltaïque, bah, c'est une électricité, décarbonée, non fossile. Donc investir dans le photovoltaïque, c'est investir effectivement dans une énergie verte avec des fortes actions en décarbonation. Valoriser ses actifs, donc je vais parler déjà de labels. C'est vrai qu'investir sur un bâtiment, sur du photovoltaïque, c'est marquer des points, en termes de labellisation. Donc je vais parler de labellisation HQE, je vais parler de labellisation BREEAM et c'est vrai que ça permet d'accéder plus facilement à ces labellisations. Ces labellisations permettent de, rassurer des futurs acquéreurs, ça permet de rassurer des locataires et c'est vrai que c'est un véritable gage de comportement éco-citoyen. Quand on parle de valoriser ses actifs, c'est aussi exploiter des surfaces, qui n'étaient pas exploitées auparavant. Je pense entre autres à un terrain inoccupé. Je pense entre autres à une toiture. Et équiper ce terrain ou cette toiture de panneaux photovoltaïques permet soit de faire des économies en consommant l'énergie, soit de percevoir des revenus, à travers l'exploitation de ces centrales. Et enfin, mais ça revient un petit peu à ce que j'ai dit par rapport à la labellisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans du photovoltaïque, c'est dégager une image, importante auprès des futurs acquéreurs et auprès des futurs locataires. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on constate, hein, une forte demande en appel d'offres où aujourd'hui les entreprises, au-delà des sanctions financières qu'on verra tout à l'heure, s'engagent dans le photovoltaïque parce qu'effectivement, c'est une image extrêmement importante aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir effectivement quelles sont les clés pour transformer les contraintes réglementaires en opportunités. Alors là, j'espère ne pas perdre tout le monde parce qu'on va parler de la partie réglementaire, mais je vais faire assez simple. La partie réglementaire est effectivement assez dense. On a eu donc le décret tertiaire qui effectivement, contraint les entreprises à avoir de fortes actions en décarbonation avec des ambitions claires. On a eu la loi climat et énergie en 2019 qui a commencé à introduire la notion de photovoltaïque. S'en est suivi la loi climat et résilience et là, depuis mars 2023, on a la loi APER qui effectivement aujourd'hui donne des axes plus importants et plus rapides, en mise en place de photovoltaïque. Donc la loi APER, hein, rapidement, elle dit quoi? Elle dit que sont concernés les parkings neufs existants de plus de 1 500 m², donc avec la mise en place d'ombrières de parking. Elle dit qu'il y a aussi les bâtiments existants de plus de 500 m² qui doivent s'équiper de panneaux photovoltaïques à hauteur de 30 minimum. Et ensuite, effectivement, il y a les zones urbaines d'accélération qui sont concernées. Donc vous le voyez effectivement en tant qu'entreprise, l'écosystème de réglementation est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, le photovoltaïque est vécu, hein, comme une contrainte, mais on va vous montrer qu'effectivement, au-delà de la contrainte, effectivement, il y a de très bons bénéfices à en tirer du photovoltaïque. Pour terminer sur ma partie, le photovoltaïque, là où on a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut en faire partout. On peut en faire sur des centrales, donc sur des toitures de bureaux. On peut en faire sur des parkings avec la mise en place d'ombrières de parking. On peut en faire en intégration architecturale. Si vous avez l'occasion de passer, devant le tribunal, de grande instance de Paris, en fait, vous verrez que, le photovoltaïque est en ombrière et on peut le faire aussi en centrale sol. Donc effectivement, face à ces contraintes, on a une multitude de destinations possibles, concernant le photovoltaïque. Je te laisse la place. Merci Jeanne. Donc avant de se lancer dans l'aventure, on a essayé de résumer en quelques messages clés des pièges à éviter, en miroir les bonnes pratiques pour tirer le maximum de profit des opportunités offertes par cette énergie. Première bonne pratique identifiée, c'est penser son projet immobilier PV ready. Qu'est-ce que c'est le PV ready? Le PV ready, ça consiste à anticiper l'installation d'une centrale photovoltaïque dès la phase de construction de l'immeuble ou lors d'une opération de rénovation générale.
On parle alors de toiture prête au solaire, de toiture solarisable. C'est une notion qui se décline autour de 3 thèmes principaux: la structure, avec les fondations, la charpente et les incidences qui sont associées. L'étanchéité, avec tout ce qui concerne le photovoltaïque sur le clos couvert. Et puis la centrale en elle-même et les réseaux, puisque c'est une installation électrique avec ses propres réseaux. Attention, le piège quand on parle de PV Ready, c'est de dire: «OK, je conçois mon immeuble PV Ready et je m'arrête là». Mais il faut faire attention parce qu'il y a des obligations qui se jouent parfois à la phase d'achèvement, notamment en termes de conformité réglementaire. Il faut que les panneaux soient présents à la livraison. Puis quand on réalise le photovoltaïque après la bataille, après coup, on se passe d'éventuelles synergies qui peuvent exister en termes de coordination, de phasage, de synthèse avec les autres corps d'état techniques. On a essayé, pour illustrer cette notion de PV Ready, voilà, on vous affiche des informations sur le complexe d'étanchéité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe partout des procédés compatibles et le choix des références de bacs, par exemple, d'isolants, de membranes d'étanchéité, ça permet de faciliter l'insertion du photovoltaïque par la suite. Et généralement, c'est des solutions sans surcoût significatif. Hem Et un point d'attention aussi très important, c'est que faut pas négliger les solutions en indépendance, en surimposition sur l'étanchéité, qui peuvent être parfois moins chères et aussi vous permettre de vous libérer de la prescription, donc pour ne pas être associé à une étanchéité en particulier. Et à l'inverse, on sait que sur les bâtiments existants qui sont généralement pas PV ready, eh bien les travaux préparatoires peuvent être très onéreux, par exemple avec le renfort des pannes, le rechapage de la membrane, et cetera, et cetera. 2e enjeu majeur, c'est ne négliger aucune étape du projet. Certains jalons sont critiques pour la performance du business plan associé au projet photovoltaïque, parce qu'ils permettent de cristalliser la valeur. Par exemple, l'autorisation d'urbanisme, ça permet de sanctuariser le terrain de jeu sur lequel on va pouvoir développer l'installation. Le branchement Enedis, ça va permettre de valider la puissance, le design du projet et donc son périmètre. Le choix du modèle d'affaires, ça va avoir aussi des incidences juridiques. Ça va permettre de verrouiller le tarif d'achat. Donc il y a tout un tas d'éléments à choisir et qu'on peut pas faire n'importe quand. Parce que sinon ça a des incidences directes sur la performance du modèle économique. 3e enjeu majeur, c'est l'assurabilité des systèmes. Le solaire, c'est un secteur où la sinistralité a été très forte pendant 10 ans. C'est un peu dans l'œil du cyclone des compagnies d'assurance. Et l'assurance, c'est aussi une des principales barrières à l'entrée sur notre marché en tant qu'installateur pour la réalisation de centrales de taille significative. Le premier niveau, c'est donc très fréquent que les compagnies d'assurance, elles aient leurs propres exigences pour assurer l'opération. Ça, c'est souvent négligé, on le voit par les maîtrises d'ouvrage. Et le 2e niveau, donc là, par exemple, on a montré une fiche de chez Generali, qui résume tout un tas d'éléments à respecter. Le 2e niveau, c'est que ces compagnies d'assurance, elles ont établi en concertation avec la filière, tout un référentiel de certification qui sont très complexes, hein, que je ne vais pas m'attacher à commenter. Mais, il y a des termes comme, ETN, enquête de techniques nouvelles, ATEC, avis technique, avis de chantier, qui sont des étapes très importantes pour fluidifier le déroulement de l'opération par la suite. Et pour illustrer cet enjeu sur les assurances, on vous a fait une petite page sur les exigences qui peuvent exister, notamment sur les bâtiments type ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Les assureurs ont des exigences spécifiques liées à ce type d'objet. Par exemple, les cheminements de maintenance autour des panneaux, les bandes M0 en toiture, le maintien du classement au feu de l'immeuble en présence des panneaux, c'est la certification Béruf T3, c'est le classement REI 60 sur les locaux techniques. La sécurité aussi des appareillages électriques à travers
l'ajout des boîtiers de protection électrique en toiture pour pouvoir couper le courant au plus près des panneaux et faciliter l'intervention des pompiers. Voilà, là, on vous a affiché, par exemple, les clés de décision pour assurer la certification Béroof T3, avec des enjeux à tous les étages, sur le complexe d'étanchéité, sur le système de fixation, sur les panneaux en eux-mêmes, sur les configurations qui sont possibles. Donc, chaque élément a son importance et peut constituer un blocage pour la construction. Dernier enjeu, définir une stratégie de raccordement. Ça peut paraître basique, mais le branchement au réseau, c'est une composante majeure et très complexe de tout projet photovoltaïque. Premièrement, au niveau financier, parce que se raccorder au réseau, ça coûte pas la même chose partout en France. Il y a un dispositif très compliqué qui s'appelle le S3ENR, le schéma des énergies renouvelables au niveau régional, qui crée des référentiels de prix. Au niveau opérationnel, ça dépend aussi largement des infrastructures à proximité, le passage des lignes basse tension, haute tension, la présence de postes. Ça va permettre d'identifier des opportunités ou pas par rapport au projet photovoltaïque. Et également au niveau juridique, il faut aussi être capable et être en mesure d'apprécier l'indépendance de différents projets sur une même parcelle. Ça peut avoir des incidences sur le tarif d'achat et créer des opportunités. Les dispositifs aussi, par exemple, d'autoconsommation collective peuvent représenter des opportunités. Un exemple majeur, c'est les villages automobiles avec différents bâtiments sur une même zone d'activité qui peuvent partager entre elles la consommation et la production d'énergie. Au final, ça fait plein de besoins à anticiper. Est-ce qu'on va créer un nouveau point de livraison? Est-ce qu'on va ajouter simplement une production sur un point de livraison existant? Est-ce qu'on va vendre du surplus? Est-ce qu'on va se contenter de renforcer le point de livraison Enedis existant? Voilà, tout ça, c'est des questions majeures à anticiper. Donc là, je pense que je vous ai peut-être un petit peu perdu. On voit que le photovoltaïque, c'est un sujet complexe, mais ces notions ne sont pas tout. Il y a aussi une étape majeure à franchir pour réussir son projet, c'est celle du choix du modèle économique associé à la production d'énergie. On entend souvent parler d'autoconsommation, d'appels d'offres creux, de tiers investissement. On va débroussailler ces cas de figure pour vous y permettre d'y voir plus clair. Un projet, on l'a dit, c'est plusieurs modèles économiques possibles qui sont liés d'une part à la destination de la production d'énergie. Vous pouvez soit l'entreprise sur site peut consommer directement l'énergie produite, on peut en vendre une partie sur le réseau ou on peut vendre la totalité. Puis le modèle économique, il dépend aussi de la propension de l'entreprise à porter l'investissement ou non. Pour faire simple, il y a 3 grands modèles. Celui où l'entreprise achète l'équipement et en tire directement les revenus. Le deuxième modèle, c'est celui du tiers investissement, où l'entreprise délègue l'investissement et l'exploitation de l'équipement à un tiers et en contrepartie lui fait signer un bail pour avoir un revenu régulier. Puis il y a un modèle aussi un peu moins fréquent qui est un modèle hybride où l'entreprise va acheter l'équipement pour éviter de créer des servitudes, mais ensuite déléguer l'exploitation pareil à un opérateur spécialisé sur l'exploitation de centrales. Donc vous avez sur la place tout un tas d'acteurs qui sont ultra spécialisés, généralement sur un modèle économique, par exemple l'autoconsommation en tiers investissement. Mais ces acteurs, généralement, ils ne sont pas en mesure d'avoir un conseil indépendant auprès d'acteurs dont les besoins peuvent varier en fonction de la nature de l'actif, de leurs moyens, de leur calendrier, de la création de servitudes ou non sur les parcelles identifiées. Donc un site, ça peut être plusieurs centrales avec différents modèles économiques pour tirer la quintessence, le maximum de valeur ajoutée du terrain de jeu dont on dispose. On vous présente pour illustrer ça le schéma d'une opération en tiers investissement avec tous les contrats à maîtriser, principalement le bail qui est signé entre l'entreprise qui investit dans l'équipement et puis le propriétaire de la parcelle. Et puis ensuite, toute une série de contrats, contrats de développement, contrats de construction, contrats de maintenance,
contrat d'exploitation de la centrale pour pouvoir assurer l'achèvement de l'équipement et puis ensuite la génération de revenus. La plupart des acteurs se positionnent généralement sur une partie de la chaîne et la valeur ajoutée de Solstice, c'est de proposer une offre de service à tous les étages. Voilà, enfin, pour finir de répondre à la question de la place du photovoltaïque dans la transition énergétique, on souhaite élargir la réflexion sur la contribution plus générale du photovoltaïque à l'échelle des organisations à travers deux sujets autour des synergies entre le photovoltaïque et l'électromobilité, qui sont un, les bornes de recharge et deux, l'autonomie énergétique. Donc, je laisse la parole à Jeanne pour vous dire quelques mots sur les bornes de recharge. Oui, je vais aller assez vite. Je vous ai parlé de réglementation tout à l'heure, donc les réglementations liées à l'énergie, mais il y a aussi une réglementation importante liée aux IRVE, donc aux véhicules électriques. Donc effectivement, la loi LOM, vous impose d'installer des bornes de recharge sur les parkings. Donc si on prend une borne de recharge, c'est un point de consommation d'énergie supplémentaire qu'il n'y avait pas auparavant. Donc effectivement, aujourd'hui, on pense que ça a tout son sens d'étudier l'installation de bornes, qui est un point de consommation supplémentaire, avec l'installation d'une ombrière photovoltaïque qui, elle, vous apportera un point de production supplémentaire. Alors, le fait de réfléchir à le projet mutuellement, ça permet de réduire les travaux, puisque les travaux seront effectivement des travaux en commun, donc des travaux de bâti, des travaux de voirie, des travaux d'électricité. Et ça permet aussi, dans un deuxième temps, de mutualiser les synergies au niveau de la maintenance des installations. Je fais assez vite parce que j'aimerais bien qu'on laisse la place aux questions. Et Et donc, le deuxième sujet qui élargit la contribution du photovoltaïque à l'échelle des organisations, c'est l'autonomie énergétique. Parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait sa centrale photovoltaïque en toiture, sur le parking ou sur le foncier à proximité de l'entreprise et qu'on a passé sa flotte à l'électrique? Bah, chez Solstice, on pense qu'il faut faire smart. Smart, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour piloter un site et mettre en équation différentes choses. La production d'électricité, ça peut être du photovoltaïque ou ça peut être de l'éolien. Le stockage d'énergie, voilà, à travers des batteries lithium-ion qui peuvent être adossées à l'immeuble. La recharge des véhicules électriques et le pilotage également de leur recharge. Et puis le pilotage aussi de toutes les autres charges de l'immeuble. Quand on met tout ça en équation dans une application, on est capable d'arriver à faire monter à 60, 70, 80% d'autonomie énergétique la plupart des entreprises, avec une gestion intelligente de la production et de la consommation. Et donc ça, on pense qu'on est convaincu que c'est le chemin qui illustre peut-être le mieux la puissance du photovoltaïque et des renouvelables en général dans la transition énergétique. Voilà. Eh bien, c'est terminé. On espère que ces sujets ont éveillé votre curiosité. On est à disposition si vous avez des questions. Merci. Bonjour, Lucas des Sprint Project. Moi, je suis dans le secteur de la logistique et dans le secteur, il y a un gros problème sur les bâtiments existants. L'installation des panneaux sur ces bâtiments, voilà, qu'en fait, il y a une problématique de déploie des infrastructures existantes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions pour cela? Oui, il y a des solutions. Leur prix et leur degré d'opportunité varient vraiment en fonction de la nature du problème. Aujourd'hui, le principal problème sur le parc des toitures déjà existantes, c'est l'isolant. Isolant majoritairement de classe B. Classe B, c'est la classe de compressibilité. Donc, c'est des isolants qui sont un peu mous. Et pour faire simple, ils sont trop mous pour qu'on puisse venir poser des panneaux dessus, parce que ça va poinçonner la membrane. Ça, c'est une contrainte qui a été dressée par les assureurs à juste titre. Néanmoins, il y a les fabricants d'étanchéité travaillent beaucoup sur le sujet pour
rendre, les projets sur isolant de classe B PV compatibles, PV ready. Donc ça, on a bon espoir que ça aboutisse dans les mois et les années qui arrivent, puisque c'est un verrou au sens de pas mal d'acteurs dans la filière qui est trop contraignant par rapport à la réalité du risque. Après, il y a d'autres sujets, il y a la membrane en elle-même. Bien sûr, là, il y a des règles, des règles sacrées, des règles de l'art qui existent, ou quand on est sur une terrasse technique, puisque quand il y a une installation photovoltaïque, par destination, la terrasse devient une terrasse technique, il faut que la membrane soit adaptée au cheminement de maintenance, etc., qui vont avec. Donc, c'est un premier niveau. Après, il y a un deuxième niveau qui est la structure. On en a parlé. Il faut calculer si la réserve de charge sur la charpente de l'immeuble permet d'accueillir une charge supplémentaire liée au panneau. Vous avez des fabricants de panneaux qui travaillent sur des panneaux légers, de l'ordre de 3 à 6 kg par mètre carré au lieu de 12 kg par mètre carré actuellement. C'est peut-être une piste. Aujourd'hui, nous, chez Solstice, on n'est pas très convaincus par cette piste parce que généralement, le, 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 le curseur est beaucoup plus large que cette finesse dans les 3 à 6 kg qui peuvent exister. Voilà, après, il y a des solutions basiques qui peuvent consister à faire des rechappages. Voilà, ça coûte un peu moins cher qu'une réfection globale d'étanchéité. Puis après, sinon, il faut essayer aussi d'investiguer les autres surfaces à proximité, la façade, le parking, le foncier qui est délaissé à proximité. Voilà, après sur l'existant, on fait aussi ça au rythme des projets de rénovation. Merci. Bonjour, j'ai une question très simple. La durée de vie moyenne d'un panneau photovoltaïque? Durée de vie moyenne d'un panneau supérieure à 40 ans. Aujourd'hui, la plupart des acteurs garantissent le matériel 25 à 30 ans, garantie produit et garantie performance. C'est un élément où il n'y a pas de pièces mécaniques, du verre, du silicium et de l'aluminium. C'est assez basique. Par contre, dans une centrale, il y a aussi des appareils électriques, des câbles, du matériel de pose, et il y a les onduleurs. Les appareils électriques et les câbles et les châssis, ça aussi, ça a une durée de vie assez longue, hein, supérieure à 30 ans. Par contre, les onduleurs, c'est entre 10 et 20 ans. Systématiquement, aujourd'hui, quand on envisage des projets, on fait un business plan. Eh bien, le remplacement du matériel type onduleur, c'est des coûts qu'on provisionne et qu'on prend en compte pour apprécier l'économie du projet. De même qu'on prend en compte aussi tous les OPEX, la maintenance préventive, le nettoyage, la supervision. Mais il faut effectivement rentrer dans ces détails-là pour avoir une vision complète du coût et des revenus associés à un projet photovoltaïque. La maintenance aussi. Ouais. Bonjour, moi j'ai une petite question, peut-être une remarque. Est-ce que vous accompagnez les, porteurs de projets pour les assurances? On a un professionnel qui a construit un bâtiment, on a un pôle bois, enfin voilà, communauté de communes du Grésivaudan en Isère. On a un pôle bois donc dédié à la production de bois et à la transformation de bois. On a une scierie qui, s'est implantée. Elle a un bâtiment de stockage, donc obligation de mettre des panneaux photovoltaïques à plus de 1000 mètres carrés et elle n'arrive pas à trouver un assureur pour assurer son bâtiment. Oui, Heu, c'est comment comment c'est on envisage l'avenir là-dessus? oui, c'est pas du tout. Vous avez raison et c'est pas du tout un cas isolé, malheureusement. Euh, la vraie réponse, c'est que ça dépend aussi du poids du maître d'ouvrage par rapport à son assureur, sa capacité de négociation. Nous, concrètement, on a des projets qui se sont arrêtés parce que effectivement, c'était sur une scierie et que l'assureur voilà, émettait un no-go de principe. C'est notre devoir de conseil aussi systématiquement de demander au maître d'ouvrage de consulter l'assureur en amont avec ses guidelines sur les pratiques à respecter. Il faut faire attention parce que les assureurs, ils ont tendance à mettre beaucoup de choses sur la table. Puis en démêlant les fils, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont indispensables, d'autres qui sont de l'ordre de la recommandation. Et donc, il faut que aussi le maître d'ouvrage puisse apprécier ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, ce qui est du fine-tuning ou ce qui est vraiment hyper important. Ça, on l'aide, on chiffre des options, on aide à faire les choix.
Mais on a aussi, par exemple, j'ai l'exemple d'une grande entreprise allemande, bah, parce que c'est une entreprise allemande et parce qu'elle est assurée avec un assureur allemand, elle a réussi à mettre en œuvre un procédé sur lesquels il y a des visas défavorables de la part de tous les contrôleurs techniques français. Mais ça montre bien que, bah, chaque projet a un peu ses problématiques. Certains maîtres d'ouvrage, sont capables de mettre sous le tapis un visa défavorable d'un bureau de contrôle ou de demander parfois un deuxième avis, à un contrôleur technique différent qui va être capable, lui, de viser des procédés, qui sont pas visés par le premier. C'est très compliqué, ça rend pas forcément service à la lisibilité, à la fluidification du développement des projets, mais c'est une réalité. L'assurance, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc, voilà, c'est le devoir de l'installateur et de l'investisseur que d'accompagner en amont ces choses-là. Ouais. Je sais pas si ça va, c'est pas grave. Nous, c'est une série qui était déjà existante, qui vient de créer son deuxième site. Donc, elle avait déjà une assurance sur sa première série, et là, l'assurance ne suit pas pour sa deuxième série, quoi. Et c'est motivé comme qu'est-ce Risque d'incendie trop important. qui n'existe pas sur le premier site? Il n'a pas de photovoltaïque sur le premier site, c'est une vieille série d'époque. Et là, c'est une deuxième série qui sur un autre site, et Ok. l'assurance ne, Ok, donc ne c'est part pas. une série neuve, donc qui est sous le coup d'un permis construire rendant obligatoire la présence de C'est panneaux, ça, mais exactement. qui du coup ne veut pas assurer le bâtiment. Ouais, on peut vous mettre en relation avec AXA, notre assureur, qui pourra peut-être trouver une piste pour résoudre cette équation. Eh bien, merci beaucoup.